Sangye chedan toke chonamla Janshu badu dani kyapsu chi dagish Gipet sanam ge dola penche sangye do pashu. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Donc, comme on le dit dans la prière de refuge et bodhicitta, grâce aux deux accumulations réunies par cette activité, donc les deux accumulations qui sont la sagesse et la méthode. La méthode, qu'est-ce que c'est? Comment s'y prendre, oui. Alors, c'est quoi la méthode? Oui, l'esprit d'éveil, bodhicitta, la motivation de bodhicitta. Autant que possible. Et les six perfections, c'est la méthode, ouais. Mais donc, ici particulièrement, oui, la pratique des six perfections et la motivation de bodhicitta, particulièrement donc la bodhicitta, de faire ce que l'on fait avec l'idée de, autant que possible, si on peut développer la bodhicitta même de façon artificielle, de devenir, puisse ce que je fais devenir la cause pour que je devienne le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc au moins une motivation altruiste, c'est la motivation de compassion, en pensant que l'on fait cela pour soulager la souffrance des êtres, pour le bien d'autrui. Et avec une idée de l'interdépendance ou de la vacuité de tout. Par exemple, ça on peut y penser sous la forme les trois, on dit le cercle de trois ou la triade, les trois éléments, dans tout ce qu'on fait en fait. Dans tout, il y a un objet, il y a une action, il y a un agent, un objet, une action. Et donc ces trois sont toujours vides, dénués d'existence propre, d'existence véritable. Par exemple, la personne qui écoute. Une personne qui écoute, elle n'existe pas toute seule en soi, de façon inhérente. Elle écoute parce qu'il y a un objet à écouter. Elle dépend du son. C'est en fonction du son qu'elle peut écouter, par exemple. Donc le son, c'est pareil. Il n'existe pas tout seul. Il existe en tant qu'objet, son, parce qu'il y a quelqu'un qui l'entend. L'action d'écouter aussi. Donc dans toute activité, il y a trois facteurs qui dépendent l'un de l'autre et qui dépendent de nombreux autres facteurs. Et donc de cette façon, on peut penser à l'interdépendance, c'est-à-dire à la vacuité. C'est une façon de penser à la vacuité. Donc juste un rappel. Donc le sujet qui nous occupe est très occupant, préoccupant, très absorbant. Je vois que tout le monde, bon, je pense qu'on réagit tous. Geshe là aussi, d'ailleurs, il a l'air très content. Il n'arrête pas de rire. Vous avez remarqué. Donc c'est un sujet qui laisse personne indifférent. Et j'entends aussi parmi vous certains qui disent « Ah, ça remue !» Ça remue, pourquoi? Parce qu'on est tous en proie à l'attachement. Et donc, on entend cet enseignement, ça remue, ça... Je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait exactement? Ça fait mal? Ou ça fait quoi? Ou ça fait du bien? Ça éclaire? Comment? Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir? Ça permet de créer un espace? Prendre du recul, réfléchir, ça donne une perspective qu'on n'a pas d'habitude du tout. Tu veux prendre le micro, par exemple?
par exemple. Excuse-moi, ma belle. Mais ben, ma belle. Oui. Vas-y. Oui. Oui, ça marche. Oui. Ça me montre pour moi un peu comment je suis si loin d'arriver à l'éveil, à même être un peu plus comment dire, enfin, ça me montre comment mon esprit est complètement envahi par l'attachement. Par l'attachement. Et comment tu as du mal à être détaché. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, oui. Ça te montre le mal que tu as de te détacher. C'est ça que tu veux dire? Oui, et puis ça envahit toutes les activités, Ça. même que je ne pensais pas que c'était... Voilà. Tu te rendais pas compte que à quel point l'attachement occupait en fait ta vie et tes activités. Oui. Comme donc l'image que l'on donne quelquefois d'une tache d'huile, hein, l'huile qui s'imprègne, qui est si difficile à... Hein. Par exemple, on dit par exemple des tâches comme par exemple la colère ou comme ça, c'est quelque chose de très grossier. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on peut enlever, c'est grossier, tandis que l'attachement, ça pénètre. Oui. Oui, moi aussi, j'ai longtemps confondu l'attachement et l'amour. Ça culpabilise un peu parce qu'on se dit, en fait, on a confondu l'attachement et l'amour, oui. Le vrai amour. C'est qu'on est dans la confusion. Oui. Et on a du mal à... On croit que l'attachement, c'est aimer. Alors oui. que c'est le compte... Enfin, justement... c'est pas l'amour, c'est pas le vrai amour parce que on est dans la dépendance. On se rend compte qu'on s'est un peu trompé, hein. Qu'on est dans la confusion. Ouais. Difficile, hein, Oui, d'abord, bon, quand on parle aussi, quand on parle dans le contexte du dharma, c'est important de voir qu'est-ce qu'on met derrière les mots, hein. Et en fait, au sens mondain, normalement, quand on parle d'attachement, on parle de quelque chose de positif. Quand on dit, par exemple, il est attaché à sa famille, hein, il y a une question de loyauté, hein, c'est pas vrai? Oui, vous confirmez? Je commente un peu pour les personnes qui n'entendent pas vos réflexions. Donc, oui, il est attaché à sa famille, ça veut dire... c'est correct, il est attaché à son pays, c'est quelque chose de... C'est politiquement correct. C'est quelque chose qu'il faut faire. Ça veut dire... ça exprime la loyauté, le fait de prendre soin, hein, de quelque chose, de quelqu'un. Donc ici, le sens est différent, hein, vous l'avez compris. Donc on l'a bien expliqué, l'attachement, c'est cette attitude qui exagère aussi, qui n'est pas dans la réalité et qui est différente de l'amour. Donc la différence, c'est que au niveau de la motivation, hein, l'amour, c'est quelque chose qui est centré sur l'autre, alors que l'attachement, c'est centré sur soi. Ensuite, si vous... Les résultats aussi, hein, c'est-à-dire que si vous continuez avec l'attachement, ça va produire de la souffrance, alors que si vous continuez avec l'amour, si vous prolongez l'amour, hein, c'est une cause de bonheur. Aussi, une différence, c'est qu'avec l'amour, il n'y a pas d'attente. Hein. L'amour est inconditionnel, c'est-à-dire que l'amour ne demande pas d'être réciproque. Alors que l'attachement, c'est un peu, bon, on dit c'est un peu comme du business. Hein. C'est-à-dire, je t'aime, mais attention, prends garde à toi. Hein. Ça veut dire, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de choses qui sont d'exigences en fait par rapport. Comment? Oui, des attentes et des exigences que, bon, par exemple dans une relation amoureuse, hein, il faut que l'autre, si j'aime quelqu'un, puis on s'aime, ça devient très compliqué quelquefois, non? Parce que
Ça veut dire qu'il faut quelque chose en retour, il faut se comporter d'une certaine façon. Hein. Alors qu'avec l'amour, il y a l'amour, c'est axé sur l'autre, vouloir le bonheur de l'autre. Ouais. Tu veux prendre le micro, Annie, s'il te plaît? Vas-y. Juste en français, le mot attachement est compris dans le sens un peu comme au tibétain, sur l'expression qui a à voir avec la plante, le lierre, qui meurt où il s'attache après avoir tué son arbre. Il meurt, lui, quand il a tué l'arbre. Quand il a tué l'arbre, il meurt. Mais il lâche pas. Il survit longtemps. Sur l'arbre agonisant. Et alors, qu'est-ce que ça montre, tu dis ? C'est similaire, me semble-t-il, à la vision des inconvénients de l'attachement au niveau tibétain, pour le terme attachement, par rapport à amour, en fait. L'amour, attachement du lierre est mortel. Ouais. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, il y avait la question, hein, il y avait la question que je vous ai posée en groupe de discussion. Il y avait aussi la réflexion de Geshe-la. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en couple, mais sans attachement. Ce qui a fait rire tout le monde, et lui-même y compris. Même s'il est moine et qu'il n'a pas ce genre d'expérience, comment on peut être en couple sans attachement? Ou donc c'était la question aussi que je vous ai posée. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Hein. Mais bon, c'est quand même un grand défi, peut-être. Et donc, c'est pas simplement, bon, évidemment, dans les relations de couple ou les relations qu'on a avec nos enfants, nos proches. Et donc, c'était la question que je vous avais posée de discussion. Hein, si je me souviens plus trop, mais comment vous pouvez diminuer l'attachement, c'est ça la question? Ah oui, donc le premier, c'était en quoi l'attachement induit la colère. Et le deuxième, c'était... Puisque vous êtes amené à... Voilà. Puisque vous êtes amené à vivre donc, dans la famille, avec vos proches, avec vos amis, est-ce que vous pouvez vivre ces relations avec moins d'attachement et comment? Donc, quelles ont été... qu'est-ce que vous en avez tiré dans vos discussions? Tu veux bien prendre le micro, s'il te plaît? Oh, c'est normal. Dans notre groupe, on avait dit qu'en fait, c'était important aussi de nommer les émotions qui sont ressenties quand il y a un petit différend, une chose comme ça, au lieu d'être collé au problème et à l'attachement, en fait, déjà de voir en soi le mal-être, qu'est-ce qui se passe. Et si on arrive à nommer ou déjà à réaliser qu'on a un malaise parce que l'autre, je ne sais pas, il part alors qu'on voulait qu'il reste ou une chose comme ça, déjà le fait de ne pas plonger dans la colère ou dans le ressentiment, de voir, en fait, voilà, je me sens mal, et d'analyser ce qu'on ressent, déjà ça peut aider déjà à faire baisser, déjà à pas faire monter l'émotion et à ce que ça dégénère. Et aussi, on disait que pratiquer le contentement aussi, c'est se contenter de ce qu'on a. D'ailleurs, Geshe-la l'a dit ce matin. Oui. Ouais. Donc oui, si je comprends ce que tu dis, c'est intéressant. Donc tu parles là dans le cadre, par exemple, d'une relation où il y a un attachement et où il y a qui implique des problèmes. Parce que l'autre ne répond pas ou on a des attentes qui ne sont pas satisfaites. Voilà, oui. Ouais. Et bon, une chose oui, c'est intéressant, donc de voir, d'analyser nos propres états d'esprit. Et j'oublie toujours de descendre ce livre. J'ai un livre à vous recommander. C'est un livre, peut-être je vous l'ai déjà recommandé, il doit être à la boutique, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle en français simplement La pratique du bouddhisme tibétain. Le bonheur passe par les autres. Pourquoi ça fait du bruit comme ça? Ah, c'est elle. C'est elle. Pose-le simplement. Pose-le, voilà. L'éteins pas. Ah, c'est terrible ce micro.
Ouais. Donc, dans ce livre, en fait, c'est un psychologue américain, Lorne Ladner, et le livre, c'est La pratique du bouddhisme tibétain, le bonheur passe par les autres. Cette traduction de l'américain en américain, c'est The Lost Art of Compassion, l'art perdu de la compassion. Donc c'est intéressant parce que Lorne, c'est un disciple de Lama Zopa Rinpoche, et donc c'est un pratiquant du Dharma qui pratique en fait le Lamrim tel qu'on le connaît, et qui est aussi psychothérapeute. Et donc finalement il présente le Dharma lié à la psychologie, et aussi à son expérience en tant que thérapeute. Et donc, il parle, les thèmes principaux, c'est ça, c'est la mort, l'impermanence, l'attachement, le chérissement de soi. Hein. C'est très intéressant. Et il parle, et ça me fait penser à ce que tu dis, Aline, parce que il dit, observez vos projections hein, dans nos relations. Qu'est-ce qui fait mal, finalement? C'est ce qu'on projette sur l'autre. Hein. Donc, il parle de ça. Et ça en fait partie, parce que ces histoires d'attachement ou d'aversion, c'est aussi des projections qu'on met sur la personne. Hein. On projette sur la personne une image idéalisée, hein, à partir d'une expérience positive, hein. Bon, à partir les sensations, hein, agréables, désagréables et neutres. À partir d'une sensation agréable, on projette une image idéalisée de quelqu'un. Hein. On investit cette personne de qualité et d'une image qui n'est pas la personne. Et on s'entiche de cette image. Hein. Et en fait, c'est même pas juste pour la personne. Parce qu'on ne voit pas la personne telle qu'elle est. Hein. C'est pareil dans l'aversion. Et c'est pareil dans beaucoup de nos relations. Hein. On peut en fait réagir à des façons d'être, à des comportements de quelqu'un d'autre, hein, simplement parce que ce comportement évoque pour nous quelque chose en fonction de notre propre psyché, de nos propres problèmes. Hein. Par exemple, j'ai un sentiment d'abandon, et quand quelqu'un ne passe pas du temps avec moi alors que je voudrais, je vais me sentir abandonnée. Hein. Et donc, je vais projeter ça sur l'autre. Hein, je vais interpréter le comportement de l'autre en fonction, moi, de ce que j'ai à l'intérieur de ces projections. Et donc, le travail sur soi. Donc, ça rejoint ce que tu dis aussi. Hein, donc, le travail sur soi. Est-ce qu'il y a eu vous avez autre chose par rapport à ce dont vous avez parlé pendant la discussion sur l'une ou l'autre question? Oui, Laura, prends le micro, s'il te plaît. Peut-être travailler aussi sur l'équanimité et l'impermanence Oui. pour diminuer l'attachement. Oui. Donc oui, d'accord. L'équanimité, c'est ça aussi, c'est sur la projection qu'on fait. Hein, d'accord. Aussi, peut-être travailler à pleine conscience de l'instant pour éviter de se faire des films et de projeter. Mm-hmm. D'accord. Après, bon, je pense dans les relations, donner la priorité à l'amour, par exemple, par rapport à l'attachement. Bon, après, je sais pas, il y a des relations aussi où il y a une espèce de pacte, je dirais. Hein, dans le sens où on nourrit une relation d'attachement. Non? Dans ce sens, je dis pacte. Hein, une relation d'attachement, finalement, ben oui, puisque en fait, dans le monde, une telle relation, c'est ce qu'on essaie de développer et d'avoir. Hein. Et donc, il y a des attentes de part et d'autre. Donc, je pense aussi privilégier l'attachement. Pardon, privilégier l'amour. Hein, privilégier l'amour sur l'attachement.
Ouais. En fait, la Mazopa Rinpoche, quelquefois, il parle comme ça, il dit, vous devriez en relation avec la précieuse renaissance humaine, hein, il dit, vous devriez voir le privilège que vous avez d'avoir une telle renaissance humaine, même si vous essayez de rendre heureux un seul être, hein, même si vous donnez votre vie, même si c'est pour un seul être. Hein. Et donc, il part de là. Hein. Donc, oubliez tous les êtres. Pas question d'oublier tous les êtres, mais dans votre pratique, par exemple, vous êtes en couple, hein, ou avec un objet privilégié, mais pratiquez avec cet objet-là, pratiquez avec cette personne-là, hein, en pratiquant l'échange de soi avec autrui, avec cette personne-là. C'est-à-dire, cette personne, elle sert un peu de terrain, hein, d'entraînement pour ce qu'on est censé faire avec tous les êtres, hein, et c'est-à-dire réduire l'importance du jeu, hein, pour donner l'importance à l'autre. Hein. Et donc, montrer que donc, le bonheur de l'autre est plus important que mon propre bonheur. Et donc, Rinpoche mettait l'accent sur cela. Ouais. Donc, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose, on peut transformer, en fait, les relations qu'on a. Hein. En fait, partout où il y a des êtres, partout il y a la possibilité de pratiquer l'amour, la compassion, diminuer l'autogérissement, diminuer l'égoïsme, hein, et faire passer l'autre avant nous. Oui. Prends le micro. Le métro. Ça veut dire la chaleur. Et comment, en fait, comment on peut faire aussi quand on est l'objet de l'attachement de l'autre? Ouais. Quelles limites on peut mettre, quand on dit, bon, se mettre, vouloir être dans un état d'esprit d'amour, donc voilà, ce qu'il y a, c'est que quelles limites on peut mettre à l'attachement de l'autre, quoi, avec cet état d'esprit d'être en relation d'amour. Oui. Je sais pas les gens qui ont l'expérience, qu'est-ce qu'ils disent. Comment mettre les limites à l'attachement de l'autre et à la manifestation de l'attachement de l'autre. Hein. Ben moi je pense, enfin comme ça, hein, sans trop réfléchir et sans trop d'expérience en fait. Je dirais. Voir l'attachement de l'autre avec compassion. Hein. Finalement, voir que l'attachement, c'est une cause de souffrance. Hein. Et voir l'attachement de l'autre avec compassion et essayer d'y répondre avec amour. Est-ce que ça fait du sens? Et pratique. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais elle est ouverte, la question. Oui. Si, la réponse est un peu dans la réponse de Geshe-la. C'est-à-dire, quand une situation comme celle-là arrive, il suffit de l'analyser et de regarder si on n'a pas le même attachement, si on n'a pas le même défaut dans notre vie. Si c'est le cas, ensuite, s'il y a un créneau de discussion, eh bien, il faut discuter avec la personne. Et s'il n'y a pas de créneau de discussion, il faut simplement rien dire et attendre que ça passe, quoi. Parce que sinon, on rentre dans des conflits qui sont incommensurables. Mm-hmm. Voilà. C'est ce qu'il explique un petit peu. Par contre, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est dans le souci de l'éveil et de s'occuper de l'autre, quelle est la limite entre le rentrer dans l'intime de la personne pour l'aider à évoluer et ne pas rentrer dans son intimité, hein, comme il l'expliquait, pour et ne pas subir des interférences par rapport à nos perturbations, quoi. J'y poserai peut-être la question demain. C'est-à-dire l'intimité, si vous voulez, c'est... l'intimité, c'est une traduction. Hein. C'est la façon dont Valérie traduit et dont on peut traduire. C'est une bonne traduction, l'intimité. En tibétain, l'intimité, je ne sais pas si ça existe, on dirait être trop proche de la personne, tu vois. Hein, c'est ça en fait. Il n'y a pas de mot qui dit intimité. C'est le fait d'être proche dans le sens où et ça quelque part pour aider quelqu'un, on n'a pas besoin d'être dans l'intimité de la personne. Hein. Les maîtres souvent, si on voit
ce qu'on peut faire, c'est regarder par exemple par rapport à vos questions et ta question aussi, Myriam, par exemple. Si on voit comment les êtres se comportent, par exemple, les êtres par rapport à les maîtres, pardon, les maîtres par rapport à l'attachement des êtres, comment ils se comportent? Ils se comportent avec compassion. Moi, je dois dire, par exemple, dans ma relation avec mes maîtres, bon, au fil du temps, où j'étais quand même jeune, quand je suis devenue moniale, etc., j'ai toujours trouvé que mes maîtres avaient beaucoup de tolérance, hein, et beaucoup de tolérance par rapport, par exemple, à l'attachement ou par rapport aux manifestations de perturbation, soit de moi, soit des disciples autour. Hein. Pas de jugement, pas de rejet. Tu comprends? Toujours beaucoup d'ouverture, de tolérance, mais parce que de toute façon c'est pas quelque chose qui les met en danger. Hein. C'est quelque chose. Chacun s'occupe de ses propres perturbations. Hein. Et donc chacun contrôle ses propres perturbations. Après, si tu as quelqu'un à côté qui est attaché à toi, par exemple, oui, le danger, c'est que toi, c'est ce qui en dit dans le texte. Le danger, c'est que toi, tu te laisses contaminer par les perturbations et ça accroît tes perturbations. C'est ça, en fait. Mais sinon, bon, toi, tu dois prendre soin de ton propre esprit. Hein. Quant à l'autre, ben c'est ça, tu peux voir l'attachement de l'autre ou ses manifestations avec compassion. Et bon, comme tu dis, si tu peux faire comprendre à l'autre que c'est de la souffrance et que c'est pas quelque chose de bénéfique, donc tu peux essayer de l'expliquer si tu es proche de la personne. Mais si tu peux pas, ben tu essaies de montrer par l'exemple. Toi en t'occupant de ton propre attachement et en aimant la personne. Je dis aimer la personne justement parce que quand on travaille avec l'attachement, peut-être on peut avoir justement cette réaction non, l'attachement j'en veux pas, et donc une réaction de rejet. Et donc ça c'est négatif. On cherche pas à rejeter les êtres. C'est pour ça qu'il faut les aimer, hein, pour aussi leur donner ce dont ils ont besoin. Oui. Prends-le si tu veux le micro. Oui, mais c'est une question, mais si tu veux, tu la mets dans le micro. Oui, quels sont les antidotes à la peur et à la tristesse? Ben, on dit que la peur et la tristesse, on dit que ça vient de l'attachement, la tristesse. Et la peur, il faut voir, pour la peur, il faut analyser aussi. La peur, on a peur de quoi, hein? La peur, c'est quelquefois un manque de courage, en fait. La peur, en général, on dit la peur, il faut voir, est-ce que c'est une peur qui est fondée ou une peur qui est juste pour quelque chose qui ne va pas se passer. La plupart de nos peurs, en fait, on a peur de choses qui ne vont jamais se passer. Hein? Donc, il faut essayer de se raisonner et de se demander pourquoi on a peur. Hein, et de voir est-ce que c'est quelque chose qui risque de se produire ou pas. Hein. Et bon, si c'est quelque chose qui a très peu de chances de se produire, il faut se raisonner et se dire que ça sert à rien d'avoir peur. Si c'est quelque chose qui risque de se produire, il faut voir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter le danger. Par exemple, on dit que la peur de la mort, c'est quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce que ça nous pousse à nous préparer. À nous préparer à la mort pour pas avoir peur au moment de mourir. Pareil, si par exemple votre maison est dans un endroit inondable, mais c'est bien d'avoir peur des inondations, hein, parce que ça vous fait réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger des inondations, et au pire vous déménagez, hein, et ça peut éviter une catastrophe. Donc là, il faut essayer d'estimer si la peur elle est fondée ou pas. Hein. Après la tristesse, on dit que la tristesse, ça vient de l'attachement. Donc après je voulais vous parler un peu de l'impermanence. Hein, parce qu'en fait,
le mieux qu'on puisse faire, quelque chose qu'on peut faire pour diminuer l'attachement, hein, le gros antidote, l'antidote majeur, c'est de penser à l'impermanence et à la mort. Hein. Parce que l'attachement, en fait, il est basé aussi sur ce concept erroné de permanence, hein, que, en fait, on a ce concept de permanence, il veut dire que tout ce qu'on a, dans la situation dans laquelle on est, les relations qu'on a, ce dont on jouit, les situations de notre vie, on a toujours l'impression que ça va être toujours comme ça va durer comme ça. On pense jamais que ça va terminer, que ça va passer. Et c'est pour ça que quand c'est bien, on est complètement excité, comme si on était au sommet du monde, on avait obtenu le bonheur, parce qu'on croit que ça va toujours durer. Hein. Et quand c'est une catastrophe et quand on a un malheur, on a aussi cette impression que ça va, c'est total, c'est fatal, c'est définitif, c'est ultime, comme si ça allait toujours être comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on se déprime et qu'on est tellement affecté par les choses. Donc, voir l'impermanence, donc c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer pour diminuer l'attachement. Avant de faire ça, je voulais répondre, je t'ai déjà répondu, Laura, mais juste pour répéter pour tout le monde, c'est Laura qui disait, est-ce qu'on peut pas quand même avoir un petit peu d'attachement tout en supportant la souffrance que cela provoque et en se disant, bon, d'accord, juste un petit peu. on s'arrange un peu. Et donc je disais à Laura que, en fait, le problème, c'est que pourquoi on a de l'attachement? Dans le Lamrim, on trouve ça, les 6 conditions, hein, qui provoquent l'émergence des perturbations. Hein. Et les 6 conditions, donc une, c'est le fait qu'on a la graine, hein, il y a la graine de l'attachement qui est là. Hein. C'est pour ça qu'elle survient, il survient. Hein. Ensuite, il y a l'objet et il y a aussi la familiarisation avec cet état d'esprit. Donc, un tout petit peu d'attachement, hein, ça va quand même maintenir la graine et ça va quand même augmenter la familiarisation avec cet état d'esprit. Et c'est pas la façon de s'en débarrasser. Hein. Donc, voir les inconvénients, il faut voir les inconvénients. Hein. Et bon, c'est vrai que c'est quand même une grande question. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis arrivée dans le bouddhisme, bon, j'étais relativement jeune. Je crois que j'avais 28 ans quand j'ai rencontré le Dharma. Et bon, quand on entend dire que tout ce à quoi on croit et tout ce qui on croit va nous procurer le bonheur, c'est de la souffrance, c'est quand même une grande interrogation. Hein. Donc, il faut vraiment... il faut, comme on dit dans les enseignements, il faut analyser, il faut vérifier. Hein, est-ce que c'est vrai? Hein. Donc, il faut mener cette analyse par soi-même et puis il faut voir si c'est quelque chose qu'on accepte ou pas. Après, bon, il y avait quelque chose, on entendait dire, par exemple, l'Amazo Rinpoche qui dit tout ce qui est fait rien que pour cette vie, hein, tout ce qu'on fait rien que pour cette vie, c'est négatif. Hein. Donc ça, c'est un grand truc aussi. Parce qu'on fait que ça, pratiquement. Hein. Et donc, ce qui veut dire, en fait, par attachement. Pourquoi? C'est parce que c'est de l'attachement. Hein. Et pourquoi c'est négatif? Parce que ça nous propulse, apparemment, ça nous propulse dans les mondes inférieurs, et c'est négatif. Et tout ce qu'on fait, en fait, par attachement, donc on se trompe complètement. Donc ça, c'est aussi une grande question. Hein. C'est une question à se poser et à réfléchir. Hein. Et donc, en fait, la raison, c'est que l'attachement, c'est ça qui nous lie aussi que les existences. Hein. Et tant qu'on est sous le contrôle de l'attachement, donc on est sous le contrôle du karma, hein, de l'ignorance et du karma. L'attachement nous empêche aussi de voir la vacuité, la véritable nature des choses. Hein. C'est un grand obstacle. Donc tant qu'on a cet attachement, en fait, on ne peut pas aller dans la direction de la libération, hein, et donc un vrai bonheur. Et donc c'est dans ce sens-là que on peut dire c'est négatif. Parce qu'on le nourrit à chaque fois. On se dit, juste un petit peu. Et ce que je disais aussi, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas d'attachement qu'on peut pas s'engager. Hein. On peut pas s'engager et entrer en relation avec les objets, ou les personnes, hein, ou les objets.
C'est pas le problème, c'est pas la relation, c'est pas l'autre, c'est pas les objets, c'est la façon dont on entre en relation. Hein. Est-ce qu'on entre avec beaucoup d'attente, avec cet esprit de saisie passionnelle quelque part, hein. C'est ça les passions. Hein. Quelquefois on traduit ces émotions perturbatrices comme les passions. Hein. Ou est-ce qu'on essaie de prendre les choses un peu plus zen, hein, un peu plus, de façon un peu plus équilibrée. Et donc l'impermanence, c'est quelque chose qui va nous aider énormément. Oui. Prenez le micro si vous voulez. Oui, depuis le début du texte, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et là, il me semble que j'ai compris ce que vous dites. Comment est-ce que l'attachement avait un lien avec l'impermanence? Et vous avez dit que la tristesse, ça vient de l'attachement. Et c'est vrai, parfois, on a des moments de tristesse et on ne sait pas d'où ça vient. Ce serait sur un mode de relation qui serait trop lié à l'attachement. Et c'est surtout sur la peur, quand vous avez parlé de la peur. Parce que la peur, parfois, c'est des angoisses, c'est une peur, on ne sait pas vraiment de quoi on a peur. Mais est-ce qu'alors, ce ne serait pas l'attachement, ce ne serait pas une manière d'avoir peur de la mort? Puisque, en fait, vous parlez parce que pourquoi est-ce que ce serait lié avec l'idée de l'impermanence? De la permanence, oui. Parce qu'en effet, tout est impermanent, donc tout va mourir un jour. Et est-ce que quand on se met sur un mode relationnel de l'attachement, c'est-à-dire trop fusionnel, est-ce que c'est pas parce que on a peur de la mort? Est-ce que c'est pas... c'est parce que oui, c'est parce que on n'accepte pas. Si on accepte la nature, Geshe-la l'a dit aussi, la nature impermanente et de souffrance. Hein, c'est parce qu'en fait, on se raconte l'histoire que toutes ces choses sont permanentes, hein, toutes ces belles choses vont durer. C'est pour ça qu'on s'attache. Si on sait que ça va pas durer, ça va... L'acceptation de l'impermanence contrecarre l'attachement. Donc le fait que ça va durer et le fait que c'est beau, que c'est du bonheur, hein, que c'est du vrai bonheur. Donc ça, c'est des concepts erronés. Et c'est pour ça qu'on s'attache en fait. On s'attache, l'objet du désir, je crois que quand je vais la voir, je vais vraiment être heureuse. Hein. Si vous regardez comment l'esprit fonctionne. Hein. Donc ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle voiture ou quelque chose, même quelque chose de bénin. Mais j'achète un nouveau truc, hein, où il y a quelque chose, je suis attachée, et il y a du bonheur. Hein. Il y a l'esprit qui se dilate comme si j'allais vraiment avoir du bonheur. Donc on y croit quelque part. Hein. Et à chaque fois on y croit, mais il faut toujours renouveler parce que est-ce que ça nous apporte vraiment du bonheur? Non. C'est l'attente qu'on a. Mais le bonheur, il n'y est pas dans ces objets-là. Hein. Donc, on se trompe. C'est une méprise. Hein. Si on voit, c'est ça qu'il faut voir. En plus, il faut voir les désavantages de l'attachement. Il faut analyser ce type d'objet, d'esprit. Hein. Est-ce que l'esprit, quand on est sous le contrôle de l'attachement, est-ce que c'est un esprit paisible? Ou est-ce que c'est un objet troublé? Un esprit, pardon, je suis un peu fatiguée. Un esprit troublé. Est-ce que c'est un esprit troublé ou est-ce que c'est un esprit paisible? Hein? Est-ce que c'est un esprit heureux? Hein? L'esprit qui est sous l'emprise de l'attachement. Ou est-ce que c'est un esprit troublé? Est-ce que c'est un esprit quelque part, comment on dit, angoissé quelque part, même à la limite. Hein? Hein? Perturbé, oui. Donc il faut analyser ça. Il ne faut pas se tromper de graines. Et voilà, il ne faut pas arroser les mauvaises graines. C'est pour ça qu'il faut aussi l'introspection. C'est pour ça qu'il faut l'étude, la réflexion et la méditation. Hein? On entend les enseignements. Dans les enseignements, on entend parler justement de ces choses dont on n'entend pas parler ailleurs. Hein? La description du dharma, une des définitions du dharma, plusieurs définitions. Une, c'est ce qui s'oppose aux perturbations, hein, et une autre définition, c'est ce qui est contraire au monde, opposé au monde. Hein, hein. Donc, on écoute, après il faut réfléchir, il faut approfondir, hein, il faut regarder en profondeur, et il faut reconnaître, apprendre à identifier ses états d'esprit, etc., à analyser, et à prendre les décisions, et méditer.
Donc, juste pour vous parler un petit peu de l'impermanence, parce que c'est très intéressant, l'impermanence. Une question. Ne cultivons-nous pas l'attachement au dharma? Donc, l'attachement, c'est pour toute forme d'objets contaminés. Hein? Donc, des objets contaminés. Donc, est-ce que le dharma est un objet contaminé? Hein? Donc, dans la mesure où l'attachement au dharma ou l'attachement au dharma, ça dépend. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend du dharma? Hein? Mais si on attend du dharma qui nous apporte le bonheur, hein, à ce moment-là, on peut dire qu'on ne se trompe pas, c'est pas une exagération. Maintenant, si on s'attache au dharma pour des considérations mondaines, à ce moment-là, c'est de l'attachement. Hein. Il faut voir la motivation. Hein. On peut dire aussi pareil, l'attachement au maître, par exemple. Est-ce que c'est un attachement mondain? Qu'est-ce qu'on attend du maître? Hein? Mais si on attend du maître qui nous guide vers l'éveil, hein, à ce moment-là, c'est pas un attachement perturbé. Donc, par rapport à... juste, je voulais dire un mot sur l'impermanence. Hein. En général, l'impermanence, c'est comme la mort, c'est un aspect naturel, ça fait partie de la nature des choses. Toutes les choses impermanentes, oui, c'est les choses qui viennent de causes et de conditions, hein, en termes philosophiques. Hein. Les choses permanentes, en philosophie, c'est des produits, c'est des choses qui viennent de causes et de conditions. Hein. Et c'est des choses qui, la définition de impermanent, je me trompe, ce qui change d'instant en instant. C'est ça la définition. Il faut voir aussi dans le bouddhisme, permanent et impermanent, c'est pas forcément la même chose que ce qu'on en entend dans le monde. Permanent, ça veut pas dire éternel. Hein. Impermanent, ça veut pas dire que ça s'arrête. Impermanent, ça veut dire ce qui change d'instant en instant. Hein. Permanent, c'est quelque chose qui ne vient pas de cause et de conditions et qui ne change pas d'instant en instant, comme par exemple l'espace. Hein. Donc, quand on parle d'impermanence, on parle d'impermanence grossière et d'impermanence subtile. Hein. Il y a deux niveaux d'impermanence. L'impermanence grossière, ce sont les changements de la matière après de longues périodes. L'impermanence grossière, ce sont des changements de la matière après de longues périodes et c'est quelque chose qu'on voit directement. Tandis que l'impermanence subtile, c'est l'impermanence instantanée à chaque instant et c'est quelque chose que l'on ne voit pas avec nos sens, que l'on ne perçoit pas directement. Et donc, c'est quelque chose, l'impermanence subtile, en fait, on a besoin de raisonnement pour le comprendre. Donc, on dit que toutes les choses ont les deux, l'impermanence grossière et l'impermanence subtile. Hein. Par exemple, la maison, l'impermanence grossière de la maison, c'est le fait qu'elle va tomber en ruine, éventuellement. C'est quelque chose, une maison qui s'écroule, un objet qui se casse, quelqu'un qui meurt, tout ça c'est grossier. Mais il y a aussi le même phénomène, par exemple la maison, elle a aussi une impermanence subtile, ça veut dire qu'à chaque instant, en fait, hein, la maison, tout ce qui constitue la maison, à chaque instant, ça change. Et ça, on le voit bien avec la science. Hein. Les scientifiques, quand ils observent la matière, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des particules qui sont avec beaucoup d'espace et qui sont en mouvement. Hein. Ils voient rien de stable, finalement. Hein. Tout change tout le temps, en fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, le fait que, par exemple, la maison n'est pas statique. Hein. Donc, ceci n'est pas perçu par nos sens, nous ne le voyons pas directement. On a besoin de raisonnement pour le comprendre. Donc, une façon de comprendre l'impermanence subtile, c'est de penser que comment les changements grossiers pourraient-ils se produire sans changement subtil,
qui se produisent instant après instant. Pourquoi il y a un changement grossier que l'on voit? C'est parce qu'il y a, à chaque instant, les choses changent à chaque instant. C'est comme par exemple, on voit un bouton, une fleur en bouton, tout d'un coup elle est ouverte. Ou on voit, oh, il y a un champignon qui a poussé dans mon pré. On a l'impression qu'il a poussé comme ça tout d'un coup, mais en fait, si on mettait une caméra, on verra qu'à chaque millième de seconde, il pousse à chaque millième de seconde. Et c'est pour ça qu'il a poussé dans mon jardin, donc la fleur s'est ouverte. Donc, pour le point principal, en fait, et ça c'est la chose sur laquelle il faut réfléchir, le point principal de l'impermanence subtile, c'est que la désintégration d'un phénomène impermanent n'a besoin d'aucune autre cause que la cause même qui l'a produite. Un phénomène est impermanent, c'est pas parce que, par exemple, le phénomène est apparu, il est resté quelque temps, et puis il s'est passé quelque chose qui fait que, ce vase s'est cassé parce que quelqu'un y est arrivé et l'a fait tomber, ou quelqu'un est mort parce qu'il a eu une crise cardiaque, quelque chose s'est passé qui fait qu'il a disparu. En fait, ça c'est grossier, mais le fait de l'impermanence, c'est que les causes qui produisent l'objet sont les causes de sa destruction. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, il n'y a pas des causes séparées de la transformation et de la destruction, la désintégration d'un objet, il n'y a pas des causes séparées que les causes de sa naissance, de sa production. Ça veut dire que dès sa naissance, dès sa production, il est dans la nature de la désintégration, et dès qu'il est produit, en fait, pas un seul moment, il demeure tel quel sans changer, sinon il serait permanent. Il est impermanent, ça veut dire que dès qu'il est produit, dans la production, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il se désintègre et qu'il disparaisse, et qu'il soit détruit. Il y a tout ce qu'il faut dès la naissance. Alors ça, c'est intéressant de penser à ça, parce que tout ce dont nous jouissons, tout ce qui fait notre vie est de cette nature. Les êtres avec qui nous vivons, notre propre corps, notre propre vie, tous nos maisons, nos appartements, notre nourriture, nos vêtements, nos chaussures, tout ce que nous utilisons, notre argent, tout. Tout ça, en fait, dès le moment où c'est produit, ça court vers sa propre désintégration, vers le fait que ça va disparaître inéluctablement. Donc, lorsqu'un objet apparaît, il est certain qu'il va périr, parce que sa disparition ne nécessite pas de cause différente de celle qui a entraîné sa naissance. Donc, c'est comme une rivière. En fait, il y a un continuum où les phénomènes se transforment tout en donnant l'impression d'être toujours les mêmes. Les choses, en fait, on a l'impression que c'est la même gompa, les mêmes personnes, les mêmes textes, les mêmes coussins, etc. Mais en réalité, si on réfléchit, donc par le raisonnement, à chaque instant, ça change et ça va vers quoi? Ça va vers sa destruction. C'est inéluctable, toutes ces choses. Elles vont être détruites. Elles vont pas s'améliorer ou elles vont pas durer éternellement. Elles vont inéluctablement vers leur déclin et leur disparition. Donc, il y a un continuum où les phénomènes se transforment en donnant l'impression d'être toujours les mêmes. Et donc, il en est ainsi du corps et des phénomènes de la conscience aussi. Notre corps, notre conscience ne demeurent pas deux instants identiques à eux-mêmes, mais parce qu'il y a un continuum causal qui est posé de sorte qu'une certaine identité est posée. Une identité est posée sur un continuum. Vous voyez, c'est comme par exemple, qu'est-ce que la personne en philosophie bouddhiste? La personne en philosophie bouddhiste, c'est la personne qui va de vie en vie.
qui accumule du karma et qui en fait l'expérience. Donc il y a un continuum. C'est parce qu'il y a un continuum qu'on pose une identité, une personne, hein, par rapport à un continuum. Mais cette personne, elle change à chaque instant. Il n'y a rien de fixe. C'est pas quelque chose de fixe, de permanent, d'unique, d'indépendant. Hein. Ça montre aussi à la vacuité, hein, quand on va regarder l'impermanence subtile, s'il y a un lien. Donc si on arrive à voir les choses de cette façon, méditer sur l'impermanence. Hein. Donc c'est un peu, aussi comme tu disais Emmanuel tout à l'heure, c'est aussi prendre du recul, avoir une certaine perspective sur les choses. Hein. Si par exemple vous allez, je me rappelle d'une, parce que je suis née dans les Pyrénées, en fait dans les PA, les Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn. Et donc, c'est un peu les pré-montagnes. Hein. Donc, il y a des collines, des grandes collines comme des montagnes, hein, même avant d'arriver à la haute montagne. Et si vous montez, moi je me rappelle avoir cette expérience, vous montez en haut d'une grande colline ou d'une montagne et vous voyez chez vous là-bas. Hein. Vous voyez la vallée, vous voyez le village, vous voyez votre quartier, vous voyez votre maison. L'impression que vous avez est très différente de quand vous êtes dans la maison. Hein. Parce que quand vous êtes dans la maison, vous voyez que ça. Hein, vous êtes envahi par tous les activités et complètement enseveli dans votre vie. Et quand vous prenez un peu de recul ou de hauteur, hein, ça paraît très relatif, hein, en prenant la perspective. Hein. Il y a une certaine, c'est ça la sagesse aussi, hein, de prendre un peu de perspective par rapport à ce qu'on vit. Donc voir l'impermanence, la vacuité, l'impermanence, c'est ça aussi, hein, développer la sagesse, prendre un peu de recul et prendre un peu avoir une autre perspective un peu plus large. Hein. Donc voilà, c'est une bonne chose à travailler, essayer de travailler. Merci. Et donc après, oui, c'est ça, ben, l'impermanence, après, il faut l'accepter. Il faut accepter que les choses sont comme ça. C'est ça aussi la sagesse. Hein. Parce qu'on n'arrive pas à accepter, on ne veut pas se séparer, mais il faut arriver à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Hein. Donc si on peut rien faire, il faut accepter. Si on n'accepte pas, c'est se créer de la souffrance. Hein. Crée la surface. On peut pas suspendre le temps, on peut pas changer les choses. Hein. C'est comme si je vais me casser la tête contre les murs parce que la maison est pas en or. Hein. C'est pareil, elle est pas en or. Je vais pas changer. Hein. Merci. On peut faire la dédicace. Page 91. Gewadi nyodo da lama sangye do gyone jowa chikyang malupa deyi sala gepacho janshu sensho rinpoche makepa nanke gyushi kepa nyamba me paya gane gondu pewasho Doni tawa rinpoche make bananke gyuchi ke banyamba me baya gone gondu bewasho.
Agandira weko wishinka dependandel malu joene Wanten zinganso isha besit badu tangyoche do sujan jinja gangewe Dancing Kyombel Gonze Dog Bodzen Josungo Ele Mantujo Pada Soduce Gandusha Tansho Jetson la Meku Teratem Chinanga Chin Shoshu Ke Patang Los Antembede Mesason Gejo Emons Tatu Negoche Toninin Jason Dujube Lan Chichesets Ganshan Danjug Shanabe Moten Ganso La Sawadeps Shedarondo Sho. Merci. Donc ce soir, je pense qu'il y a une Puja Tara à 8 heures. Et puis aussi pour les méditations du matin, s'il y a des personnes qui sont volontaires pour guider les méditations, venez me voir. Hein, il reste 2 jours, c'est ça? Donc on peut en parler maintenant, en sortant.